Les dernières législatives qui ont eu lieu en France les 12 et 19 juin 2022 ont largement rebattu la composition de la représentation nationale française. De nouvelles figures originaires du continent africain ont fait leur entrée au Palais Bourbon, incarnant un peu plus la diversité de la société française. Parmi ces représentants du peuple français, nous avons Rachel Keke. Française d'origine ivoirienne, elle est députée de la 7e circonscription du Val-de-Marne. Native d'Abobo, un quartier populaire d'Abidjan en Côte d'Ivoire, elle s'est fait connaître pour son combat contre le groupe hôtelier Accor. Entre 2019 et 2021, elle incarne le visage et la voix des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles qui mène une grève historique de 2 ans afin d'exiger de meilleures conditions de travail. L'ex-femme de chambre se bat pour faire élire des textes de loi pour la nation dont la liberté, l'égalité et la fraternité sont garanties pour tous citoyens, mais en même temps, elle mène un combat de l'intérieur tout comme de l'extérieur face à une frange de Français qui n'aurait jamais rêvé la voir à ce niveau. En bonne guerrière, comme elle se définit elle-même, la native d'Abobo ne lâche pas prise et continue de donner de la voix. Elle nous fait l'honneur d'une interview exclusive, la toute première accordée à un média africain, occasion pour nous d'aborder quelques sujets inhérents à la France, mais aussi et surtout à son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Bonjour Madame Keke. Bonjour. Bonjour Madame Keke. Bonjour. Merci de l'honneur que vous nous faites en nous recevant dans votre bureau à l'Assemblée nationale. Depuis votre élection, justement, c'est la toute première interview que vous accordez à un média qui est suivi majoritairement en Afrique. Est-ce que c'était important pour vous cette interview? Ben, je pense que c'est important parce que, comme vous le savez, je suis quand même française mais d'origine ivoirienne. Donc voilà, c'est important aussi que je fasse des interviews à d'autres journalistes africains. C'est normal. Comme ça, les Africains de d'autres pays sauront qui est vraiment Rachel à travers, comment je peux dire, à travers votre interview. Voilà, je pense que c'est très important. Vous l'avez dit, d'autres personnes à travers cette interview vont vous découvrir et c'est ce dont on va parler. Mais bien avant, lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que cela éveille en vous, vous qui venez de ce pays? Mais la Côte d'Ivoire, c'est mon pays, là où je suis né, là où j'ai grandi, parce que je suis quand même venu en France en 2000, quand j'avais 26 ans. Donc voilà, c'est mon pays qui m'a donné ce que je suis aujourd'hui, hein, comme je peux dire, parce que c'est là-bas où j'ai eu l'éducation, voilà, où j'ai tout appris avant de venir. Tout à fait, vous avez grandi à Bobo et pourtant vous êtes d'ethnie Bété. Comment ça se fait que vous, peut-être vous êtes né à Gagnoa et puis du coup vous avez grandi à Bobo ou bien comment ça s'est passé? En fait, je suis né à Bobo parce que mon père, il était chauffeur de bus à la Sotra. Okay. Et ma mère était vendeuse des vêtements des enfants au marché d'Agamé. Mais je suis Bété et Dida. Parce que mon père, il est Dida de Divo et ma mère, elle est Bété de Gagnoa. Voilà. Donc, à Bobo, c'est là où mon père était. C'est de là qu'il partait au travail. C'est là qu'il a eu tous ses enfants. Donc, c'est comme ça qu'on a grandi à Bobo. C'est d'à Bobo même que je suis venu en France, en 2000. Cette enfance à Bobo, racontez-nous un peu. Mais, vous savez, moi, j'ai perdu ma mère tôt. Ma mère, quand même, ma mère, elle a eu 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Et l'aîné est décédé, donc je remplace l'aîné parce que l'aîné c'est un garçon, il est décédé. Donc moi j'ai arrêté l'école quand j'étais au CM2 parce qu'il fallait que je m'occupe de mes frères. Et comme je dis, j'ai l'habitude de dire merci à ma mère parce que vous savez en Afrique les mamans, quand il y a une fille à la maison, c'est elle qui fait à manger, c'est elle qui fait plein de choses pour ses frères. Donc ma mère m'a appris à vraiment m'occuper d'une maison. Et ça quand elle est partie tôt, ça m'a vraiment fait du bien parce que j'ai pris ça d'elle et derrière j'ai pris pour m'occuper de mes frères. Et j'ai arrêté les études carrément en CM2 et puis bon, je me suis consacré à m'occuper de mes frères, tout jusqu'à ce que un jour j'apprenne à tresser, hein, parce que vous savez à Biguin, nous les petits filles, on prend les herbes, quand on enlève, j'ai appris à tresser parce qu'à l'époque j'avais pas de poupée. Alors parce que j'avais quand même 12 ans et après j'ai appris à tresser sur les têtes de mes petites sœurs et tout. Et de là, j'ai commencé à tresser pour avoir de l'argent. Mais je ne travaillais pas dans un salon de coiffure. Voilà, dans la cour, dehors, les filles venaient là, on tressait les filles et puis bon, nous donnait un peu de sous. Et c'est de là que mon oncle, il a vu que comme je tressais bien, il m'a demandé si je pouvais venir en France pour pouvoir travailler dans le salon de coiffure de sa femme. Voilà, donc il a fait mon visa et c'est comme ça, j'ai eu le visa, je suis venue.
Mais quand je suis venue, je ne travaillais pas encore dans le salon de coiffure parce que je n'avais pas mes papiers. Mais je travaillais à domicile chez d'autres personnes. Voilà. Waouh. Un vécu quand même. Hein. C'est clair que lorsque vous arrivez en France, vous n'avez pas les papiers. Vous travaillez de manière, on va dire, de manière sommaire chez vous à la maison. Forcément, il y a des écueils auxquels vous êtes confrontés, des obstacles, des épreuves, des difficultés. Bah oui, bien sûr, parce que vous savez, en France, d'abord, tu viens, tu n'as pas les papiers, il faut chercher à avoir les papiers. Et après, quand j'ai eu mon deuxième fils, parce qu'il est né, j'ai quand même 5 enfants, je suis maman de 5 enfants. J'ai 3 garçons, 2 filles. Donc, quand je suis venue, j'ai eu mon deuxième fils. Et c'est de là où partout j'ai été régularisée. Mais maintenant, il faut avoir le boulot. Après, il faut savoir où dormir. Parce que, étant enceinte, je ne savais pas où dormir. Il fallait que j'aille chez les assistants sociaux. Et comme les assistants sociaux, pour avoir le logement, c'était difficile. J'étais dans un squat avec les enfants. Et dans le squat où j'étais avec les enfants, ils sont venus casser le squat. On nous a mis dehors. En ce temps, j'avais fait encore dans le squat ma deuxième fille. Donc, on nous a carrément mis dehors avec tous nos affaires dehors sous la pluie. Et heureusement que j'étais dans une association qu'on appelle le DAL. Et le DAL m'a soutenu, on est parti à la préfecture de Créteil. Et c'est comme ça, après, ils m'ont trouvé un logement dans un hôtel à la gare de Choisy-le-Roi, où il y a le RSC. Et j'ai fait 1 semaine là-bas. Non, j'ai fait 3 mois. Après, j'ai soulé une maison chez quelqu'un. Et quand je suis allé, après, je suis allé revendre encore les assistants sociaux. On m'a trouvé un foyer où j'étais avec mes enfants. Et de là-bas, on m'a logé à Villeneuve-Saint-Georges. Donc, ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile. Ça a été très, très, très difficile. Et c'est pour ça que quand souvent je vois d'autres personnes dans cette même situation, je me bats aussi. Quand je vais intervenir ou bien je vais négocier pour dire moi-même je suis passé par là et qu'il faut que les gens comprennent parce que c'est pas facile. À titre d'illustration, vous l'avez dit lors de l'une de vos interventions justement à l'Assemblée nationale, j'ai été expulsé d'un squat avec un enfant au dos. Ouais. Lorsque vous revoyez cette image, quelques années en quand arrière. je revois, ça me donne la force de dénoncer, de dire que les personnes en ce moment qui vivent ça, c'est très difficile, c'est pas facile. Donc, je pense qu'en France, ici, il y a des logements qui sont beaucoup vides. Je pense qu'ils peuvent loger les gens ou bien même donner les moyens aux associations pour pouvoir enlever ces personnes qui sont dans la précarité. Parce que quand tu ne traverses pas quelque chose, tu ne comprends pas. C'est ça. C'est ce que je l'ai dit. Quand tu ne vis pas quelque chose, tu ne comprends pas. Parce que celui qui vit et celui qui ne vit pas, c'est pas pareil de dénoncer ça. Donc moi, comme j'ai vécu et que je vois ces personnes dans cette situation, surtout ne pas aussi avoir les papiers et puis aller travailler dans le noir pour ne pas être reconnu, c'est quand même difficile. Donc c'est pour ça aussi que je demande aussi que ceux qui n'ont pas les papiers, il faut les régulariser parce que quand même ils apportent, quand je peux dire, à l'économie française beaucoup de choses. Bien heureusement, vous êtes naturalisé en 2015. Racontez-nous un peu votre entretien pour la naturalisation et ce jour-là. Mais c'est les documents. Moi, quand j'ai eu mon fils, j'ai eu mes papiers. Après, quand j'ai eu mes papiers, j'ai fait la demande. J'ai fait la demande de la nationalité parce que j'ai pas vu tous mes papiers. Après, j'ai fait la demande de la nationalité. C'est 2 ans après, oui, je pense 2 ans après, ils m'ont répondu favorablement. Donc, c'est comme ça que j'ai été française. Du coup, vous n'avez pas fait l'entretien pour la naturalisation? Si, j'ai fait l'entretien. Non, il faut faire parce que déjà, il faut... Moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez ça un peu. Ce jour-là, lorsque vous parlez des symboles de la France, cette forme que, cette France que vous représentez en tant que député. Moi, le problème, c'est que quand j'ai fait ma demande, que je suis parti à l'entretien, je suis parti avec tous les papiers de mon grand-père. Okay. Parce que mon grand-père, il a fait quand même la 2e guerre mondiale. Il est à Pau. Donc, j'avais son numéro du matricule, j'avais tout ça. Et j'avais, je pense, quel bataillon, tout ça. En tout cas, j'avais tous les trucs de mon grand-père. Je suis allé avec ça à la préfecture. Et la dame même m'avait posé une question, quelle était la couleur du drapeau de la France. Donc, j'ai dit bleu, blanc, rouge. Après, elle m'a demandé si je savais chanter la Marseillaise. Et franchement, heureusement que j'avais appris la Marseillaise avec mes enfants. Parce que j'aime bien la Marseillaise, hein. C'est pas parce que je voulais avoir la nationalité, non, parce que j'aime bien l'hymne national, la Marseillaise, j'aime bien ça. Voilà, donc j'ai appris, j'ai chanté au moins 2 lignes, elle m'a dit bon, c'est bon. Et puis, je pense que c'est tout, elle m'a pas trop posé des questions, parce que ça dépend aussi qui est en face de toi. Tout à fait. Voilà, il y a d'autres qui comprennent, et puis déjà, quand tu t'exprimes, eux, chez eux, en fait, c'est pour savoir est-ce que tu sais bien t'exprimer dans les choses en français. Eux, c'est ça, donc... Du fait de m'exprimer comme ça, déjà, elle ne m'a pas trop dosé, hein, comme on dit. Et puis, bon, elle a vu aussi les documents de mon grand-père. Elle a dit, ah, ben, votre grand-père, il a fait la guerre, tout ça. Ça, je lui ai dit oui.
Et on n'a même pas fait 10 minutes. Hein. Et puis après, bon, elle a accepté mon dossier et tout. Parce que je pense que déjà, quand tu arrives une première fois, déjà pour prendre le rendez-vous sur Internet, c'est compliqué. Donc, c'est une association qui m'a pris le rendez-vous. Je suis allée, on a vérifié tous les dossiers. Mes dossiers étaient complets. Maintenant, on te met dans une grosse enveloppe marron et que tu fermes. Maintenant, tu mets sous ton lit. Tu n'as pas le droit d'ouvrir parce que c'est pour plus rajouter quelque chose d'autre. Donc, voilà, on te ferme carrément l'enveloppe. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je suis rentrée chez moi, j'ai soulevé mon lit, j'ai mis en dessous de mon lit parce qu'il ne faut pas après, je ne sais pas, quelque chose va se décocher, les trucs comme ça. Et après, j'ai pris le jour de mon rendez-vous, je suis partie avec en l'entretien. Donc, c'est arrivé avec l'enveloppe, c'est eux-mêmes qui ouvrent l'enveloppe. Et puis après, bon, ils regardent ce qu'ils ont mis dedans, si tout est nickel, l'enveloppe n'a pas été ouverte ni changée. Et puis après, vous faites l'entretien. Mais quand c'est bon, en tout cas, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Et puis après, vous partez. On vous dit, bon, c'est bon. Et puis on vous donne un papier comme quoi vous avez demandé la nationalité, vous attendez. Et je pense que, je ne sais pas, c'est 1 an et demi ou 2 ans. Un jour, j'ouvre ma boîte à lettres, je regarde le courrier de la préfecture de Créteil. Bah, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ouvre. Votre nationalité vous est donnée favorablement. Voilà. Je n'étais pas sûre, je ne croyais pas. J'ai dit, moi, je suis française. Et je suis allée à la police de Villeneuve-Saint-Georges et j'ai pris le courrier, j'ai donné à un policier. J'ai dit, monsieur, je ne comprends pas, ça veut dire quoi? On m'a accepté la nationalité et il m'a dit oui. Il dit, ok. Donc, bon, j'étais contente. Après, je suis allée avec mes enfants. Le préfet nous a donné un rendez-vous où on allait, on nous a remis la nationalité. Parfait. Lorsque vous évoquiez tout à l'heure votre grand-père, vous avez dit qu'il a servi la France. Hier, justement, dans le 18e arrondissement, une place a été consacrée aux tirailleurs sénégalais, comme on les appelle, à ceux qui ont combattu aux côtés de la France. Qu'est-ce que cela représente pour vous en tant qu'aujourd'hui députée française, ce symbole-là, de leur consacrer une place, dans le 18e arrondissement surtout? Mais moi, je pense que déjà, c'est une bonne chose parce que, comme je dis, nos grands-parents, il y a d'autres qui étaient fiers quand ils venaient combattre pour la France. Et puis, il y a d'autres qui ne voulaient pas qu'on prenait des forces pour venir. C'est ça. Voilà, c'est une histoire que tout le monde sait, pour venir. Donc, il y a d'autres aussi, malgré le combat qu'ils ont fait, qui n'ont pas été reconnus. Voilà, donc je pense que si maintenant ils font un mouvement pour les anciens combattants, les tirailleurs sénégalais, bon, on dit tirailleurs sénégalais, c'était tous les pays africains, c'est eux qu'on appelle les tirailleurs sénégalais. Donc je pense que c'est une bonne chose parce que je pense qu'il est temps maintenant que la France reconnaisse que les tirailleurs sénégalais se sont déplacés quand même pour venir les aider. Parce que moi, mon grand-père, je me rappelle, j'étais tout petit, mais il était fier quand il était quitté en France, qu'il était allé en Côte d'Ivoire. Il était fier de retrouver sa famille et il s'habillait en tout blanc. Il était là propre parce qu'il dit, mais en France, c'est comme ça. Quand tu es avec les blancs, il faut être propre. Il était tout le temps propre, bien coiffé. Il était vraiment, vraiment fier. Il avait même trouvé une copine ici qui sortait avec, qui s'appelait Clémentine. Et quand il allait, il a accouché sa première fille, il a donné le nom Clémentine. Voilà, donc, voilà un peu son histoire. Donc je pense qu'il est temps que la France puisse reconnaître les tirailleurs. Ce qu'ils ont fait, c'est important. On ne va pas banaliser l'histoire. Parce que quand même, si jusqu'à aujourd'hui on fait la première guerre, la deuxième guerre mondiale, on montre ça à la télévision, c'est parce que c'est une histoire qui a vécu. Donc ceux qui ont vécu cette histoire aussi, normalement, on doit reconnaître ce qu'ils ont fait. C'est important. On va s'intéresser à votre parcours politique. Outre cette grève que vous avez portée pendant 2 ans, quel est votre parcours politique? Mais bon, moi, déjà, comme je dis, la politique, je découvre ça. Il faut dire, parce que je suis une femme, quand je suis arrivée, j'ai eu mes papiers, je me suis consacrée déjà à chercher du boulot. J'étais déjà caissière, j'ai fait 1 mois de caissière, j'étais aide-soignante, après j'ai changé et après je suis devenue femme de chambre. Et femme de chambre, après je suis passée gouvernante. Dans la politique, c'est vrai que je suis quand même un peu, mais je faisais pas vraiment de la politique. C'est maintenant que je découvre, comme on dit, je suis nouveau-né, voilà, dans la politique. Je suis pas encore, je connais pas en tout cas très bien la politique, mais je pense que c'est une bonne chose de me lancer, surtout en tant que femme noire. Voilà, surtout en tant que femme noire, femme africaine, je pense que c'est important, surtout quand tu es dans un pays étranger, c'est important que tu t'intéresses à ce qui se passe, tu t'intègres à ce qui se passe. Pas seulement tu viens, je vais travailler, je rentre, je vais faire mes courses, je viens, et puis ça s'arrête là. Non. Voilà, donc je pense que il faut que les femmes se battent
plus pour pouvoir comprendre le système et puis lutter parce qu'il y a trop de combats dans ce pays. Et comme je peux dire dans le monde entier, pas que la France, hein, voilà. Mais vu que vous avez été porté par la France Insoumise, comment est-ce que vous rejoignez ce parti politique-là? Mais déjà, pendant notre grève, il y avait les députés de la France Insoumise qui venaient sur notre piquet des grèves. Parce que quand même, c'est un parti qui suit vraiment les essentiels, les métiers qui sont mal payés, voilà. Donc, il y a M. Éric Cotterêts qui est venu sur notre piquet des grèves, Daniel Oboignon qui était venu, M. François Ruffin aussi qui était venu voir notre piquet des grèves. Et j'ai vu que dans l'hémicycle, M. François Ruffin a parlé de notre grève au sein de l'hémicycle. Donc, moi, je me suis dit, ah, donc, finalement, les députés qui viennent, ils peuvent parler de la lutte que nous faisons au sein de l'hémicycle. Donc, dans ce cas, quand on va gagner cette grève-là, il faut que je m'adhère à la France Insoumise pour pouvoir faire le combat avec ces députés-là. Même si je ne suis pas député, mais quand ils auront sur les piquets des grèves, je vais avec eux et puis dire aux autres qui sont en grève pour dire nous on a fait comme ça, c'est-à-dire donner nos exemples à ceux qui font la grève pour pouvoir tenir jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et c'est comme ça que j'ai décidé de m'inscrire dans le parti. Mais après, je me suis dit, bon, après notre victoire, je suis allé en Côte d'Ivoire. Je suis allé me reposer un peu parce que quand même, près de 2 ans, 22 mois de lutte, c'est pas facile. Hein. On a tout vu. Hein. Donc je suis allé me reposer. C'est de là-bas que Éric Cotterêts m'a envoyé un message sur mon WhatsApp pour me dire Rachel, tu es où? Parce qu'on aimerait que tu viennes mener la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et moi j'ai dit, ah, la campagne de Jean-Luc Mélenchon, ok. Après j'ai envoyé un message à Éric Cotterêts pour dire, ok, il n'y a pas de souci. Là je rentre le 26 janvier. Et quand j'ai viré, il n'y a pas de souci. Et c'est là où Mélenchon avait créé l'Union populaire. Donc quand je suis arrivé, j'ai appelé Éric Cotterêts. Normalement, quand je suis arrivé, je devais aller à Montpellier. Il y avait un grand meeting pour Jean-Luc Mélenchon à Montpellier. Je n'ai pas pu. Et après, j'ai fait le meeting à la République. Voilà, on a fait un grand meeting à la République où j'ai pris la parole. Et puis après, je suis allé à Grenoble. Je suis allé un peu partout pour pouvoir dire aux gens de voter Jean-Luc Mélenchon et tout, et prendre l'exemple de notre grève. Pourquoi il faut le voter, quoi. Après, justement, cette belle campagne, vous avez réuni autant de monde. Comment est-ce que vous avez vécu la défaite de Jean-Luc Mélenchon aux dernières élections présidentielles? Mais bon, ça m'a étonné quand même parce que vraiment, on a fait une très belle campagne. Et il faut dire, je pense que parmi les autres partis politiques, on a été les premiers à faire une très, très belle campagne. Mais bon, c'est comme ça, c'est la politique, hein. Ça donne. Mais j'ai été dessus. J'ai été dessus parce que je me disais, si Jean-Luc Mélenchon était président, surtout les métiers pénibles, difficiles, ces patrons sous-traitants qui profitent des salariés pour s'enrichir, allaient quand même être suivis. On devait mettre peut-être des contrôleurs derrière pour voir comment ils traitent les salariés. Parce que, vu que, comme souvent je dénonce, sous-traitance, maltraitance, viol, parce qu'il y a du viol dedans. Vous voyez à l'hôtel Bis comme ça, il y a l'ancien directeur de l'hôtel Bis Les Batignolles qui a violé une de notre collègue. Et imaginez-vous dans les autres hôtels où il y a la sous-traitance, où il y a des femmes qui ont honte de parler, qui ont honte de dire ce qu'elles subissent. Parce que les clients, quand ils viennent dans les hôtels, ils pensent que, voilà, excusez-moi du terme, mais c'est les putes, ils ont le droit de faire ce qu'ils ont envie de faire, parce que c'est des femmes noires, des femmes racisées, il n'y a personne pour les écouter, donc ils sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, bon, j'ai dit ça, il y a quand même aussi d'autres viols, hein, de certaines aussi, sur certaines femmes blanches dans les hôtels, parce que je connais une femme blanche à RATP qui a été aussi victime de violences et de viols. Donc voilà, donc ça m'a vraiment fait mal parce que lui aussi il avait décidé aussi dans son programme de mettre 1 milliard d'euros aux associations pour pouvoir protéger ces femmes-là. Et ça vraiment, quand il n'a pas été élu, j'ai été beaucoup déçu et ça m'a beaucoup fait mal, il faut dire. Pour coller à l'actualité, la France est plus ou moins à l'arrêt depuis le mois de janvier avec cette réforme des retraites et pourtant lui, il n'était pas pour cette mesure. Il proposait le SMIC à 1400 €. Comment vous expliquez-vous, en tant que parlementaire, de savoir que les Français, pour qui il avait de telles bonnes mesures, aujourd'hui se retrouvent dans les rues pour une réforme qui n'aurait pas pu, qui ne devait pas, on va dire, combattre s'ils avaient voté Mélenchon? Comment vous expliquez cela? Mais vous savez, je pense qu'aujourd'hui, les hommes sont déçus de la politique parce que il faut savoir, comme j'ai dit aux gens, quand tu fais de la politique avec le mensonge, et arrivé un moment quand certaines personnes découvrent que en faisant la politique, c'est du mensonge, ils ne croient plus en rien du tout. Donc il faut dire quand même, il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas voté et aujourd'hui, ces personnes pleurent. Voilà, ces personnes regrettent aujourd'hui pourquoi ils n'ont pas voté Jean-Luc Mélenchon si on le votait. Non, c'est pas qu'après il faut regretter. Parce qu'ils ont vu quand même la politique de Macron pendant 5 ans.
comment Macron a quand même gouverné le pays pendant 5 ans. Et que, voilà, les Français même n'étaient pas d'accord qu'il soit réélu. Ils ont combattu, ils sont luttés, on a vu même avec les gilets jaunes. Voilà, donc les gens, franchement, ils n'ont pas voté parce qu'ils ne croient plus vraiment à la politique. Ils laissent aller les choses, ils se disent de toutes les façons, on vote, ça ne sert à rien, on ne vote pas, ça ne sert à rien, donc on préfère rester chez nous. Moi, je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas voté. Bah, c'est une erreur parce que si on ne vote pas, comme j'ai dit, si tu ne t'intéresses pas à la politique, elle s'intéresse à toi. Voilà, bon, ceux qui n'ont pas voté aujourd'hui, la loi qu'on nous dit de travailler, la réforme de la retraite, il faut travailler jusqu'à 64 ans. Tu n'as pas voté, mais c'est-à-dire tu fais partie de cette loi-là, ça s'impose à toi. Maintenant, tu vas venir pleurer, tu vas sortir dans la rue pour marcher, pour dire non, je ne veux pas, comment on appelle ça, de cette réforme de retraite. Mais c'était dans les urnes. Fallait enlever parce que quand même le programme de Macron, il avait mis qu'il allait repousser la réforme de retraite jusqu'à 65 ans. Tout à fait. Et que tout le monde savait que dans le programme de Macron, on allait travailler jusqu'à 65 ans. Et comme maintenant, il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale et qu'il se rajoute au Front national et aux Républicains, qui leur impose, si tu veux 65 ans, nous on ne veut pas, on veut 64 ans. Donc il est obligé de reculer maintenant pour aller à 64 ans. Et maintenant, on va venir marcher, ou on va venir dans la rue pour faire les manifestations pour dire non, on n'est pas d'accord avec ça. Non, je pense que c'est dans les urnes, si on n'est pas content, c'est dans les urnes qu'on peut s'exprimer. C'est très important. Voilà, si on n'est pas d'accord d'un politicien, je pense que c'est dans les urnes. Parce que si on ne vote pas, après, il ne faut pas qu'on vienne se plaindre. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 mars 2023. C'est à cette date que nous réalisons cette interview. Cette loi vient d'être votée par le Sénat. Vous qui êtes dans les instances décisionnaires, lorsque vous regardez la suite, est-ce que cette loi elle sera votée ou pas? Bon, on verra. Vous savez, il faut dire les choses. Nous, à l'Assemblée nationale, on n'a pas la majorité. Vous avez vu au Sénat. Au Sénat aussi, il n'y a pas la majorité. Mais on savait, c'est pour ça qu'au début de cette réforme de retraite qu'on a débattue au sein de l'Assemblée nationale, on n'est pas allé à l'article 7. Parce qu'on savait que si on partait à l'article 7, la loi, forcément, ça allait passer. Voilà. Maintenant, au Sénat, c'est passé facilement parce qu'ils n'ont pas la majorité. Voilà. Donc, ça va revenir dans l'hémicycle le jeudi, le 16, où on va voter. Donc, je sais que ça va passer. Bon, pour moi, parce qu'on n'a pas la majorité. Maintenant, si au sein de l'hémicycle, on ne dit pas que forcément il va y avoir vote. Maintenant, s'il n'y a pas vote, qu'on essaie de s'imposer, comme on dit, parce que la vraie opposition, c'est nous, qu'ils veulent ou pas. Voilà, c'est nous qui les faisons craquer. Vous avez vu Dussopt, comment il a craqué. Voilà, donc c'est nous qui les faisons craquer. Ils savent qu'en face d'eux, ils ont une opposition. Il y a des réponses. Voilà. Donc, de toutes les façons, même s'ils utilisent les médias pour essayer de nous casser, nous on tient. Parce que tout ça, ça fait partie de la lutte. Il faut tenir quand même en face de ton ennemi. Donc, ça va venir. Je sais que ça va passer. Bon, les mobilisations dans la rue, c'est vrai que les gens se mobilisent. Vous avez vu même les obouilleurs. Comme j'ai dit, la rue, partout, il y a les poubelles. Ça, c'est l'essentiel. Comme j'ai dit, sans eux, la France s'arrête. Et là, maintenant, la France commence à sentir. Vous voyez, ils sont où les obouilleurs, ils sont en grève. Et là, ils n'en peuvent plus. Vous voyez, dans le 16e, dans le 7e, ils en peuvent plus. Maintenant, comme j'ai dit aux sénateurs, mais déposez vos cravates et venez ramasser les poubelles si c'est facile. Voilà, parce qu'on ne peut pas voter une loi pour dire aux gens de travailler jusqu'à 64 ans sans même penser de leur pénibilité au travail. Voilà. Donc, on attend le 16. On verra comment ça va se passer les élections. Parfait. Le vote, pardon. Vous êtes députée française, mais vous êtes surtout originaire de la Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes africaine. De l'intérieur, vu que vous êtes aujourd'hui parlementaire, quel regard vous jetez sur la politique africaine en général? Moi, déjà, je pense que déjà les femmes africaines, surtout africaines du monde entier ou bien de la Côte d'Ivoire, doivent s'intéresser à la politique. Et comme je dis, normalement, la politique, quand on fait de la politique, les gens ont plus peur de la politique à cause de la violence, à cause de les avoir opprimés, de les mettre... voilà, ils ont vraiment peur. Ouais. Je pense que de la manière que la France ici nous donne la liberté aux gens de s'exprimer, il faut que ça soit comme ça un peu partout. Parce que je pense qu'il faut que les politiciens en Afrique savent que la politique doit intéresser tout le monde, mais pas dans la violence. On fait de la politique, mais après on mange, on boit, on s'assoit, on parle. Même dans l'hémicycle, si dehors qu'on nous voit après, hors de l'hémicycle, quand on nous voit, on ne dirait pas qu'au sein de l'hémicycle, on se bat. Voilà, c'est ça la politique. On a des débats, on défend, on parle. Parce que parler ne veut pas dire... c'est pas parce que tu parles que tu es en train de... Je sais pas, tu es en train de mettre quelqu'un en prison. Non, tu dis tes idées. Et puis bon, après on avance, après on trouve des solutions. Maintenant, si
tu as tes électeurs, ils vont te voter. C'est dans les unes que ça se passe. Mais outre cette généralité, quel regard vous jetez sur la gestion des leaders africains? On va dire la manière dont les présidents africains gèrent les pays africains. Quel regard, votre regard là-dessus? C'est ce que je suis en train de dire. Laissez les gens s'exprimer. Laissez les gens s'exprimer, laissez les gens faire de la politique. Voilà. Et puis, outre les libertés individuelles, lorsqu'on voit un peu en termes de développement, en termes de gestion des ressources intérieures aux pays africains, par exemple, cette gabégie plus ou moins, cette corruption dont on parle et autres, quel regard vous jetez sur ces mots-là qui minent un peu, on va dire, la gestion de la vie politique en Afrique, par les leaders, par les gouvernants? Par les leaders, bon, moi je pense que déjà, en Afrique, il y a trop de problèmes, il faut le dire. Il y a trop de problèmes, surtout moi je peux dire par exemple, les jeunes, vous voyez les jeunes en Afrique qui ont les diplômes, qui n'ont pas de travail. Donc je pense qu'il faut mettre les moyens, donner les moyens, créer, comme je peux dire, créer des emplois pour ces jeunes-là. Parce que l'histoire de l'Afrique, c'est tellement compliqué en matière de politique que les politiciens eux-mêmes ne savent pas. Les politiciens eux-mêmes ne savent pas. Parce que, franchement, c'est compliqué. Là, je suis en face d'une parlementaire française. Vu que les politiciens africains n'ont pas la solution, vous, en tant que parlementaire française, très souvent, on a vite fait de pointer du doigt la France, qui est à la base de tous ces problèmes. Quel commentaire vous en faites? Mais ce que j'aimerais dire sur ce point, c'est que il faut dialoguer. Il faut dialoguer avec l'État français. Parce que il faut dialoguer, il faut faire du vrai, il faut être vrai, en fait. Peut-être que si, par exemple, je ne sais pas, parce que je ne sais pas quel contrat ils signent, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas leur lien, je ne sais pas comment ça se passe entre eux. Et comme je dis, c'est un truc que je découvre. Et peut-être qu'il faut que je cherche à comprendre pourquoi peut-être que le lien entre la France et l'Afrique, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça bloque, pourquoi on accuse seulement la France à dire que non, c'est la faute de la France, c'est à cause de la France, ceci, cela. Mais je pense que la France doit comprendre, essayer de dialoguer et puis je pense qu'appeler vraiment les politiciens sur la table à trouver des solutions. Parce que je pense que cette politique entre la France et l'Afrique pèse beaucoup sur la population. Pèse beaucoup sur la population. Parce que je pense que la politique, comme je le dis encore, entre la France et l'Afrique, c'est vrai, les gens qui sont au pouvoir, les familles ne souffrent pas de ça. Les gens qui sont au pouvoir, ce n'est pas leurs parents qui meurent, ce n'est pas leurs parents qui ont faim, qui souffrent. Donc, cette politique doit changer. Même si on a le pouvoir, mais il faut mettre un peu d'eau dans son vin pour pouvoir faire les choses. Parce que les populations africaines, elles souffrent beaucoup de cette politique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on s'étonne. Nous, étant Français, il ne faudrait pas qu'on s'étonne si la population africaine ne veut plus de la France. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que c'est les Français. Or, ce n'est pas les Français, c'est la politique. Parce qu'à force de faire la politique entre la France et l'Afrique, qu'on ne comprend pas leur politique, les populations pensent que c'est toute la France. Et non, parce que nous-mêmes, moi-même étant française, mais la peau noire, pendant notre grève, qui nous a soutenus, c'est les Français. Il faut dire, c'est vrai qu'il y avait des Africains, mais la majorité, c'est des Français. Le peuple français ne peut pas être opprimé à cause de la politique française. Non, parce que le peuple français, c'est des gens, c'est vrai que tout le monde n'est pas pareil, il faut dire, comme on dit, les doigts ne sont pas justes. Il y a d'autres qui sont racistes et il y a d'autres qui comprennent, il y a d'autres qui trouvent que c'est pas juste. Il faut expliquer à la population, au peuple africain, pour dire que c'est pas toute la population qui est comme ça, mais c'est, comment on appelle ça, c'est la politique. Donc, moi, je pense que les présidents doivent mettre un peu d'eau dans leur vin, parce que nous sommes quand même au 21e siècle, et pouvoir trouver des solutions, pour voir comment l'Africain peut s'en sortir. Parce que vous voyez aujourd'hui, à cause des difficultés, ils prennent les bateaux, ils viennent, ils meurent dans la mer au lieu de rester dans leur pays. Ils viennent, ils meurent. C'est mieux même quand tu demandes le visa, tu viens, ça se comprend. Mais quand tu fuis la guerre, tu fuis la peur, et puis tu viens. Moi, en 2019, en 2000, au temps de Bédier, je pense que quand il y a eu le coup d'État... C'est ça, en 1999. Voilà, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Le tout premier coup d'État. Voilà, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ça, c'est la solution? De prendre des armes, tuer les innocents? Parce que moi j'ai vu des corps par terre. J'ai vu des corps par terre. J'ai vu des gens qui sont allés dans les maisons des gens pour saccager. Mais est-ce que c'est ça la solution? Arrivé un moment, je pense qu'il faut que les deux pays comprennent.
Et si je pense que la France met un peu d'eau dans son vin pour comprendre le peuple africain, je pense qu'on va mieux vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, c'est important. On voit qu'avec certains pays aujourd'hui, comme la Guinée, le Mali, le Burkina, le dialogue est rompu. Votre commentaire sur les rapports aujourd'hui que la France a avec ces trois pays-là? Mais ce que je peux dire, c'est pour ça que je dis, c'est la politique. Voilà, c'est la politique. Aujourd'hui, je pense que la France a compris que ils sont en train de les repousser. Voilà, on est en train de nous repousser parce que le Mali ne veut plus qu'on soit là-bas, le Burkina ne veut plus qu'on soit là-bas, la Guinée ne veut pas qu'on soit là-bas, la Centrafrique aussi ne veut pas qu'on soit là-bas. Et après, à qui le tout? Donc, je pense qu'arrivé un moment, il faut, comme je redis encore, il faut que la France revoie sa politique envers les Africains. Parce que, quand même, quoi qu'on dise, on aura besoin du peuple africain, le peuple africain aura besoin de nous. Parce que, comme j'ai dit, c'est le vivre ensemble. On va finir par vivre ensemble. Donc, cette politique ne peut pas nous diviser. Voilà, parce qu'il y a des Français en Afrique et il y a des Africains en France. Donc, voilà. Donc, pour finir, on doit vraiment se mettre ensemble et puis vivre ensemble, puis faire une bonne politique et puis, voilà, vivre ensemble. Pourquoi pas faire 50-50 comme, voilà, tu me donnes 50, je te donne 50 et puis voilà. Et puis on avance, c'est possible, on peut y arriver. On espère que cela va arriver un jour. Mais je pense que ça va arriver, ça va pas tarder. Bien évidemment, bien heureusement, du moins, votre pays, la Côte d'Ivoire, elle continue de consolider, votre pays d'origine, la Côte d'Ivoire continue de consolider ses rapports avec la France. Si vous devez passer un mot pour tous les grands leaders politiques ivoiriens. Donc je pense qu'il est temps que tous ensemble, que ce soit Alassane, le président Alassane Ouattara, le président Bédié, le président Laurent Gbagbo et les autres partis politiques, je pense qu'il est temps que le dialogue soit mis sur la table. Et puis un vrai dialogue, comme ça, pour pouvoir trouver des solutions. Parce que comme j'ai dit, quand nous, on était méprisés, c'est parce qu'on a dialogué. Voilà, on a dialogué avec le groupe Accord. Au début, ils ne voulaient pas, hein, mais on s'est imposé. Mais on a trouvé un terrain d'entente. Eux-mêmes nous ont dit, pour sortir de haut, il faut qu'on trouve une solution. Donc voilà pourquoi j'ai dit ça. Et la solution, c'est quoi? Le groupe Accord, au départ, qui ne voulait pas négocier avec nous, qui jouait au dur, qui ne voulait pas nous comprendre, mais a fini par dire que bon, finalement, il faut qu'on vienne sur la table de négociation pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Et effectivement, on est parti, on a discuté et ce qu'on voulait, ils nous ont donné et nous, on a arrêté notre grève. En tout cas, c'est tout à votre honneur. Depuis votre entrée à l'hémicycle, cela va faire plus de 10 interventions que vous avez eues en plénière. Et laquelle de ces interventions vous a marqué, vous? Mais je pense que tout, hein. Tout, mais ce qui m'a plus marqué, c'est au départ l'augmentation du SMIC, parce qu'on parlait d'augmentation du SMIC à 1500 €. L'intervention de jeu 2000. Voilà, oui, j'avais dit qu'il a déjà touché 800 €. Le jeu 2022, ouais. Parce que je ne comprends pas qu'il y a des... Bon, je peux dire, les autres collègues des autres partis sont carrément déconnectés, parce que, comme j'ai dit, moi j'ai commencé quand même avec 400 € de salaire, et qu'aujourd'hui je rentre à l'hémicycle, on est en train de quand même demander aux autres collègues de voter 1500 € le SMIC à tous ceux peut-être qui ont 1500, qui ont 900 €, 700 €, 600 € et qui n'ont pas voulu voter cette loi-là. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible. Est-ce qu'eux, ils ont déjà touché 800 €, 700 €, 900 €, 1000 €? Ils n'ont jamais touché. Donc ça m'est sorti comme ça parce que quand je voyais le débat, je me suis dit, ben, j'ai dit à ma présidente, j'ai envie de prendre la parole, quoi. J'ai envie de m'exprimer dessus. Mais elle me dit, mais vas-y. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai même pas préparé, hein, parce que ça, quand je les vois comme ça... Justement, c'était tellement instinctif, surtout pour l'Ivoirien que moi je suis, c'est la chute qui m'intéresse. Lorsque vous dites à la fin, revoyez-vous, hein. C'est revoyez-vous, vraiment de manière relâchée, alors que là vous êtes en tant qu'officiel. Ça, c'est mais j'ai fait ça naturellement, voilà, exactement. Comme souvent, tu peux plus dire attention, j'aime pas ça, voilà, c'est en moi, c'est sorti, et puis bon, voilà. En tout cas, lorsqu'on voit vos différentes prises de parole, vous parlez des métiers essentiels. On sait que les métiers essentiels tels que, par exemple, femme de chambre, tout ce qui est la sécurité, les gardes d'enfants et autres, ce sont des métiers qui sont très souvent portés par des immigrés, par des Africains. Est-ce que vous n'êtes pas en train de mener quelque part un combat pour ces personnes-là? Moi, je pensais qu'au début, c'était que, oui, c'est vrai, la majorité, c'est les immigrés. Mais moi, au début, je pensais que c'était, franchement, que les immigrés. Mais là, j'ai été à Civo, j'ai été voir les femmes de ménage de là-bas. Mais je pense que à Civo, dans le central nucléaire,
J'étais là, il y a des femmes de chambre, il y a des femmes de ménage qui étaient en grève, mais je suis partie, j'ai vu c'était que des blanches. C'était que des blanches. Donc, cette maltraitance-là, c'est essentiel. C'est vrai que je peux dire en général, c'est des Africaines qui le font, mais il y a des blanches aussi qui subissent ça. Il y a il y a des femmes blanches aussi qui font le ménage avec la sous-traitance, qui sont mal payées, qui ne sont pas bien payées. Mais justement, lorsqu'on vous écoute, on a l'impression qu'il a fallu votre arrivée en tant que députée française pour que peut-être l'élite française ouvre les yeux sur, on va dire, ces souffrances que vivent le bas peuple, quelque part, non? Mais je pense qu'ils savent ça. Okay. Ils savent ça, mais ils banalisaient ça, en fait. Voilà, parce que je peux pas... Ils savent quand même que il y a les essentiels, ils savent qu'il y a des femmes de chambre, ils savent qu'il y a des choses. Mais mon arrivée à l'Assemblée nationale a plus visibilisé ces métiers-là. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de la pénibilité, à la télévision, partout, c'est à cause de moi. Parce que c'est moi qui parle de la pénibilité à l'Assemblée nationale. Même dans les journaux, souvent à la télé, je parle de la pénibilité. Et que même je vais aller parler de ça tout à l'heure à Mediapack. Donc, je pense que mon arrivée à l'Assemblée nationale fait que maintenant, même les patrons, ils essaient de faire un peu attention. Pas totalement, mais surtout le gouvernement fait maintenant attention parce que quand M. Emmanuel Macron a rangé, c'est pas de la pénibilité. On a vu Saint-Saint qu'il n'a jamais parlé de la pénibilité. C'est parce que je suis là, je parle de ça, et que cette réforme de retraite, j'ai un peu soulevé le problème de la pénibilité pour dire quelqu'un qui a mal au dos, qui s'occupe des personnes âgées, ou bien qui travaille dans un bâtiment, ne peut pas travailler ou bien soulever un paquet de ciment jusqu'en 64 ans. Donc, c'est vrai qu'il y a cette réforme de retraite, mais derrière, il y a la souffrance derrière. De facto, est-ce que vous pensez que vous portez un idéal aujourd'hui? Mais je pense oui. Bon, franchement, il faut le dire, moi-même en personne, je ne m'en rends pas compte, mais souvent les gens me disent, mais est-ce que tu sais qu'est-ce que tu vaux? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu représentes? Voilà, je ne me suis pas encore... Je me dis que je suis là, comme je dis, pour être la voix des sans-voix. Parce que dans l'hémicycle, c'est vrai qu'on a quand même la majorité, c'est la bourgeoisie, hein, des gens qui ont fait les bacs plus 5. Or que normalement, l'Assemblée nationale devait représenter même les ouvriers, les boulangers, les nounous. Normalement, tout le monde devrait être à l'Assemblée nationale parce que je pense qu'au sein de l'hémicycle, ces métiers sont mieux placés pour pouvoir dire au gouvernement qu'est-ce qu'on vit. Voilà. Donc, moi, l'idéal, je peux dire oui, et oui, je peux dire oui, parce que je sais que je représente beaucoup, surtout beaucoup de personnes, surtout quand je vais dans les manifs, je vois vraiment comment les gens sont vraiment fiers de moi. Et même quand je sors souvent dans les métros, d'autres me demandent, mais est-ce que tu n'as pas peur? Je leur dis non, parce que le peuple, je suis le peuple, voilà. Donc, je n'ai pas peur, parce que si je sais que demain on m'agresse, mais c'est quelqu'un qui va venir me défendre. Mais justement, dans ce combat que vous portez si bien, il y a toutes ces attaques aussi auxquelles vous faites face. Comment vous vivez tout cela? Moi, je pense que déjà, les attaques, moi, ce n'est pas mon problème en fait. Mais vous avez récemment porté plainte aussi. Oui, mais oui, mais il faut porter quand même plainte pour dire aux gens de faire un peu attention. Mais ce n'est pas parce que personnellement, ça fait que je ne dors pas ou bien je ne mange pas. Non, ce n'est pas ça. Arrivé un moment, il faut dire aux gens, quand il y a trop de mensonges, arrivé un moment, il faut dire aux gens stop quoi. Voilà, stop. Ça ne sert à rien. Même si tu n'aimes pas une personne, ça ne sert à rien de venir salir la personne. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai porté plainte vu au mensonge qui m'est fait pour dire je suis allé à la police, aller boire avec les policiers, aller prendre des fauteuils des policiers. C'est un gros mensonge que quand même je ne pouvais pas laisser passer comme ça. Sinon, moi-même personnellement, je ne vais pas faire de ça. Voilà, un problème pour dire je ne dors pas, je ne mange pas, ça me touche. Non, j'ai trop souffert, on a trop lutté avec le groupe Accord. Donc ça, c'est... Vous avez connu pire. Voilà, exactement. Vous êtes une vraie guerrière, comme vous définissez. Exactement. Parfait. Donc, voilà. Lorsque vous dites que vous êtes une guerrière, cela sous-tend quoi? Mais une guerrière qui a combattu quand même le groupe Accord, c'est pas un pendant petit 2 groupe. Ans, tout de même. C'est pas un petit groupe qui a fait tout récemment 42 millions de bénéfices. Vous savez comment est-ce qu'ils touchent de l'argent sur le dos de ces femmes qui méprisent, qu'ils écrasent. Vous avez vu ça. Donc, lutter, tenir tête au groupe Accord. Et c'est vrai qu'au départ, mes amis, il y a d'autres beaucoup même qui étaient fatigués. Est-ce qu'on va gagner? Mais je disais oui, on va gagner parce que je savais qu'on allait gagner si on tenait. Parce que je pense que dans la vie, la lutte, quand tu luttes et que tu tiens, tu gagnes toujours. Donc voilà, donc c'est les guerriers perdent jamais.
On va terminer par une petite note people rapidement. On vous a vu récemment recevoir une influenceuse ivoirienne, Emmanuel Keïta. Nous, on est très people à la base, donc ça ne peut pas manquer cette note. Qu'est-ce que ça représentait pour vous de recevoir, on va dire, une influenceuse ivoirienne? Emmanuel Keïta, je l'ai invité, hein, pas en tant qu'influenceuse, parce que comme j'ai dit, j'ai l'habitude d'inviter aussi les gens venus parler de la politique. Et comme c'était aussi la réforme de retraite, et puis elle voulait vraiment qu'on en discute. Donc c'est pour ça que je l'ai invitée, elle est venue, on a visité, on a essayé de parler de cette réforme de retraite, et puis du combat comment on appelle, des femmes des chambres de l'hôtel Ibis les Batignolles, et surtout des femmes africaines. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cet échange que vous avez eu avec elle? Mais je voyais qu'elle était beaucoup intéressée et surtout elle nous a félicité pour dire si toutes les femmes pouvaient avoir cette force-là de se mettre en lutte pour pouvoir gagner leurs conditions de travail correctement, franchement c'était bien. Voilà, donc je suis un exemple, c'est ce qu'elle m'a dit et qu'elle est vraiment, vraiment fière de moi et que bon voilà, elle m'a félicité et tout et puis bon. À l'instar de millions des Africains, vous êtes une fierté, c'est clair. Parce que de là où vous êtes parti d'Abobo à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale française, député de la 7e circonscription de Val-de-Marne, c'est pas tous les jours qu'on croise de tels destins. En tout cas, bravo à vous. Moi, je reviens sur un fait que j'ai vu lorsque je préparais cette interview. Sur un plateau télé en mai 2021, lorsque vous meniez le combat contre le groupe Accord, vous aviez fait jouer la chanson Frotter, frotter de votre compagnon. Aujourd'hui, vos rapports, parce que les Ivoiriens se posent la question, on s'est dit, mais attends, dites aux Ivoiriens que moi, je ne parle pas de ma vie privée. Parce que moi, comme j'ai eu une journaliste, je ne sais pas, Police à Abidjan, qui m'avait fait un portrait, et je lui disais, vous savez, moi, ma vie privée, ça n'a rien à voir même avec la politique. Moi-même, en dehors de la politique, je suis de très réservé, j'aime pas parler de ma vie privée. Là, je vois que vous envisagez un voyage en été prochain pour Abidjan. Quel sera votre agenda? On verra, on n'a pas encore trouvé la date, on n'a pas encore fixé la date exacte, mais bon, on verra. Quand j'aurai la date, on verra comment on va s'organiser par rapport à mon agenda, on verra. En tout cas, les Ivoiriens seront très heureux de vous retrouver. Vous allez faire un tour à Bobo, je suppose? J'ai été à Bobo l'année dernière que je suis parti parce que j'ai fait un reportage avec BPC. Oui. Donc, je suis allé à Bobo. Voilà, donc souvent quand je vais là-bas. Donc, je pense que je ne vais pas manquer d'aller encore à Bobo. Votre quartier à Bobo, c'est quoi? C'est à Bobo, derrière le dépôt 9. Le dépôt de Sotra, derrière le dépôt 9. Oui. Il y a un quartier là-bas qu'on appelle le dépôt 9. Voilà. En partant vers PK18. Ah, j'ai pas oublié. Hein. Parfait. En tout cas, tous les gars qui sont à PK18 au dépôt 9, sachez que de là où vous êtes, vous pouvez un jour vous retrouver là où la députée Exactement. Rachel Kéké est arrivée. Et tout est possible. Députée française, après 9 mois pratiquement de négociations, en ce lundi 13 mars 2023, Rachel Kéké nous a fait l'honneur de nous recevoir dans ses bureaux à l'Assemblée nationale française pour une interview où on a pu passer en revue pas mal de sujets. Madame la députée, merci encore une fois de plus. Après cet entretien où on a pu passer en revue, on va dire, la politique plus ou moins française, parler aussi de votre parcours, on a fait une petite incursion dans la politique africaine. Si vous avez un message à faire passer, ce serait lequel? Mais je pense que il est temps, surtout, moi je vais lancer l'appel aux femmes, à toutes les femmes du monde entier, qu'il est temps de s'intéresser aussi à la politique. C'est vrai que c'est pas facile de s'intéresser à la politique parce que la politique fait peur, il faut dire. La politique fait peur, mais en réalité, la politique ne fait pas peur parce que si nous, on ne s'intéresse pas à la politique s'intéresse à nous. Voilà. Donc, comme je peux dire, il faut qu'on soit aussi solidaires entre nous, on soit unis entre nous, parce que comme j'ai l'habitude de dire, l'union fait la force. Surtout ça. C'est ce message qu'on doit retenir, que tout est possible. Exactement. Merci infiniment encore. Mais merci à vous, merci d'être venu. Et puis bon, ça m'a fait aussi plaisir de vous recevoir. Et puis je pense qu'on se verra bientôt. Merci. Et à Abidjan, pourquoi pas. Avec grand plaisir. Merci aussi à mon frère Ephraim qui a facilité cette interview. Merci à votre chargé de communication avec qui nous avons pu coordonner tout cela. En tout cas, c'était Guillaume Vergès pour cette interview pour le compte d'Actu People. À très bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup. Merci.